Alessandro Arbo, en quoi le chant du rossignol est-il plus humain que les autres? Il y a peut-être une réponse relativement simple à donner à cette question. On peut observer déjà qu'à propos d'un rossignol, on parle de chant, d'une manière peut-être, ou presque certainement pour certains, métaphorique. Mais qui parlerait par exemple du chant d'un pigeon? Et alors il suffit de comparer peut-être le roucoulement d'un pigeon au chant d'un rossignol. Monotonie et répétition d'un côté, variété d'émission, puissance sonore, justesse et variation de l'autre. Tout cela, évidemment, fait penser à une forme de virtuosité. L'émission sonore d'un rossignol, tout comme pour certains aspects, pour dire celle d'une alouette ou d'un merle, paraît en effet particulièrement musicale, dans le sens qu'elle possède des caractères que nous, les hommes, attribuons normalement à cette activité que nous appelons musique. Ces oiseaux paraissent capables de maîtriser des procédés de répétition et des variations rythmiques et mélodiques qui semblent en effet n'avoir rien à envier aux musiques humaines. Après, d'un point de vue théorique ou philosophique, il est peut-être moins simple, pour ainsi dire, d'affirmer que ces oiseaux possèdent une véritable ars. Agnès Arbo, en quoi le chant du rossignol est-il plus humain que les autres? La question était déjà posée par les anciens et était même ardemment débattue par les différentes écoles philosophiques dans l'Antiquité. Il faut dire que l'enjeu était de taille. Quand on parlait d'ars dans l'Antiquité, on supposait un ensemble de règles maîtrisées, constitutifs d'un savoir rationnel. Or, quand on parlait de raison dans l'Antiquité, et plus largement d'intelligence, le problème était de savoir si l'intelligence et la raison étaient l'apanage exclusif des hommes, ou si ils pouvaient être jusqu'à un certain point partagés par certaines espèces animales. Alors certaines écoles, en particulier certains stoïciens, affirmaient que les animaux ne pouvaient avoir d'ars qu'en apparence. En revanche, d'autres écoles, et je pense en particulier à certains néo-académiciens, pensaient que la raison pouvait être jusqu'à un certain point partagée par les animaux, et le meilleur argument qui s'offrait à eux pour le montrer était les oiseaux chanteurs, et en particulier le plus grand chanteur parmi ces oiseaux, qui était le rossignol. Dans quel contexte le chant humain et le chant des oiseaux se sont-ils concurrencés ou comparés? Disons que les anciens avaient pu penser non seulement que les animaux étaient, entre guillemets, musiciens, mais que la musique humaine elle-même découlait de leurs émissions. Et il y a cette fameuse citation qu'on retrouve souvent dans les sources anciennes du poète Alcman, qui prétendait avoir trouvé dans le bec de Perdrix le vers qu'il chantait et la musique qui les accompagnait. Mais c'est évidemment de la mythologie. Certes, tous les animaux ne sont pas capables de telles performances, mais nous sommes bien souvent tentés d'interpréter les signes de ce qu'ils sont, au moins 300 espèces d'oiseaux qui sont concernés, comme des chants. Et la question qui surgit alors pourrait être plus précisément la suivante. Une telle expression, les chants des oiseaux, est-elle métaphorique ou bien correspond-elle à un phénomène réel? En d'autres termes, avec les chants des oiseaux, avons-nous affaire à une projection anthropomorphe ou à une activité qui caractérise effectivement leur comportement? Et là, c'est difficile de répondre, évidemment. Il faut
il faudrait partir d'une sorte de définition déjà de ce qui est chant, de ce qui est musique, ce serait vraiment faire un tour très large. Mais disons que pour certains philosophes, Rousseau typiquement, les oiseaux ne chantent pas vraiment. Et Rousseau disait plus précisément dans un de ses textes, « Les oiseaux sifflent, l'homme seul chante ». Mais ça, c'était lié évidemment à une définition précise du chant comme étant lié à la parole et à l'homme, au langage, à l'émission sonore proprement humaine. Si on part d'une définition du chant qui est plus liée, si on veut, à des variables, à des composantes musicales, à une morphologie sonore, l'émission sonore des oiseaux a des traits en commun avec les chants humains et peut être définie comme une sorte de chant. Alessandro Arbo, est-ce que les observations zoologiques, biologistes que font Aristote ou Pline sur les chants des oiseaux les empêchent de leur prêter une valeur trop esthétique ou pleinement poétique ? Aristote et Pline sont des scientifiques de l'époque. Ils étaient sans doute fascinés par les phénomènes, émerveillés, on pourrait même dire, mais n'étaient pas destinés à le valoriser esthétiquement. Ce que feront ensuite certains musiciens ou poètes, je pense à Jeanne Quin au XVIe siècle, puis Vivaldi, Haydn, Beethoven, Stravinsky et beaucoup d'autres, et surtout, bien entendu, Messiaen, et encore plus près de nous, François Bernard Mach. Mais en revanche, Pline avait observé attentivement les caractères intrinsèques des émissions sonores du rossignol et il a consacré à ces descriptions des pages mémorables dans son encyclopédie. Ce n'est pas un passage qui est très facile à traduire, qui demande beaucoup d'interprétation. Par exemple, il commence par dire que le chant du rossignol continuo spiritu traitur in longum, ce qui veut dire, littéralement, le son est étiré en longueur par une émission de souffle continu. Et ça correspond bien à ce que l'on sait, ce que l'on peut entendre dans nos jardins du chant du rossignol. Pareil pour l'expression, ce qu'on lit ensuite, par exemple, nunc variatur inflexio, ce qui veut dire, littéralement, varié par une inflexion, peut-être mieux, par un infléchissement du souffle. On peut lire encore d'autres expressions très significatives, comme, toujours à propos du son, promititur revocato, qui veut dire prolongé par une reprise. Et ça correspond là aussi bien au chant que l'on peut entendre dans nos jardins. Le souffle est pour ainsi dire rappelé après avoir mené à bien sa tâche dans le motif précédent. Il en va de même encore avec une autre expression, copulatur in torto, qui veut dire le son est enchaîné en roulade. C'est une terminologie d'ailleurs empruntée par Pline à l'art oratoire, mais qui est choisie de manière particulièrement heureuse dans ce cadre musical.